Monsieur le Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, notre hôte, mon ami, cher Georges Siffredi. Monsieur le Président du Sénat, sénateur des Yvelines, mon cher Gérard, avec qui tant de combats communs nous lient. Messieurs les préfets des Hauts-de-Seine et de la Seine-et-Oise. Oh, pardonnez-moi, monsieur le préfet, non, vous n'étiez pas déjà là au moment de la Seine-et-Oise, vous êtes arrivé au moment des Yvelines. Mesdames et messieurs les députés, mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, mesdames les vice-présidentes et vice-présidents des conseils départementaux, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, mesdames et messieurs les maires, adjoints aux maires, conseillers municipaux, mesdames et messieurs les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, mesdames et messieurs les autorités civiles, militaires, religieuses, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les fonctionnaires et en particulier les collaborateurs de nos départements, mesdames et messieurs les responsables associatifs, mesdames et messieurs, chers amis, cette longue liste m'a permis d'obtenir votre attention. Je vous en remercie. Cela fait 3 ans que nous n'avons pu nous réunir comme nous le faisons ce soir pour célébrer l'année nouvelle. Et si, bien entendu, je me réjouis de vous retrouver, je ne peux m'empêcher de commencer mon propos, comme l'a fait tout à l'heure avec beaucoup de sensibilité et d'émotion Georges, en ayant une pensée pour mon ami, pour notre ami, Patrick Devedjian, emporté par la première vague de la pandémie et dont beaucoup ici, Georges et moi les premiers, ressentons encore douloureusement l'absence. Cette pandémie a fait moins dramatiquement bien d'autres dégâts. Depuis 3 ans, le projet de fusion de nos 2 départements, projet intelligent, ambitieux, utile aux populations, qui s'inscrit dans une vision globale du fonctionnement nécessaire de la région parisienne, s'est heurté à une indifférence sidérale de l'État. Force nous est de constater que dans ce domaine, comme dans bien d'autres, le décalage entre les intentions de réforme profondes mises en avant par l'exécutif du pays et la réalité de son action n'est pas évident. C'est ainsi que depuis 7 ans bientôt, on nous parle d'un projet de réforme des retraites. Il paraît qu'il arrive, mais enfin, je ne voudrais pas évoquer ces sujets. Il ne s'agit pas de gâcher nos retrouvailles. Je voudrais plutôt m'attacher à un domaine qui nous concerne plus, comme l'a excellemment dit Georges, celui de la décentralisation, où, j'avoue que mon diagnostic paraîtra peut-être sévère, mais je pense que rien ne se passe, rien ne se fait, et je dirais même, plus gravement, que rien ne se pense. Jamais, depuis mon entrée dans la vie politique, oui Gérard, c'est assez récent, je n'ai observé un pouvoir aussi jacobin, aussi centralisateur, aussi convaincu, contrairement à de nombreuses évidences, de détenir seul la vérité révélée, et ainsi incapable de convaincre, faute de parvenir à indiquer avec clarté et constance la direction qu'il veut emprunter. Car ce qui me frappe, plus que le reste, c'est cette absence de pensée, de réflexion, pourtant si essentielle dans une démocratie. Cette absence de pensée, disais-je, sur l'équilibre nécessaire des pouvoirs locaux et du pouvoir national. Et je voudrais en appeler à nos parlementaires, nombreux à être venus et que je remercie, qui, malgré l'interdiction, à mes yeux, totalement excessive, qui leur est faite d'exercer des responsabilités locales, doivent rester conscients du rôle indispensable qui demeure le leur, non seulement pour éclairer les décisions de l'État sur les réalités du terrain et la situation du peuple, mais aussi pour réfléchir à cet équilibre indispensable à une démocratie en bonne santé. Après les Gilets jaunes et la mise en scène du grand débat qui en a découlé, on nous avait dit avoir compris ce besoin des Français d'être gouvernés au plus près. On nous avait même promis une grande loi de décentralisation. Et nous avons eu la loi 3DS, un texte qui n'est pas et de loin à la hauteur. Il n'est que la collection des fonds de tiroir de notre bureaucratie étatique, une loi sans inspiration, sans dessein et sans portée. Merci. Les dernières années ont vu une entreprise sans doute irréfléchie, mais néanmoins systématique,
de destruction de ce qui restait de la fiscalité locale. Avons-nous oublié cette règle presque universelle qui fait que la responsabilité fiscale est le premier fondement de la démocratie? Pensons-nous qu'elle est désuète? Je ne crois pas que quiconque oserait l'affirmer. Mais alors comment justifier de faire le contraire de ce que l'on croit bon? Notre État s'accroche à l'idée d'une omnipotence que sa faillite financière et intellectuelle transforme en omniprésence bavarde et impuissante. Et je ne me réjouis pas de cette situation. Je la regrette profondément, tant je crois de toutes mes forces que la nation française ne peut être elle-même que portée par un État fort. Ainsi, je fais partie de ceux qui pensent que notre région capitale, qui regroupe 1/5 de la population du pays, qui produit presque 1/3 de sa richesse et qui assume près de la moitié de sa croissance économique, n'est pas une région comme les autres, et que l'État peut légitimement y revendiquer une place majeure, ce qui entraîne en conséquence une organisation particulière des pouvoirs publics. Si l'État, comme je le souhaite, entend rester le pouvoir qui définit les grandes stratégies de notre région, il doit l'assumer et en assumer les conséquences sur les collectivités à vocation stratégique que sont et la région et l'introuvable métropole, qui ne pourront jamais, à Paris, tenir le rôle qu'occupent leurs homologues provinciales. Il faut que l'État renforce son administration déconcentrée, aujourd'hui bien affaiblie, malgré l'immense qualité de nos préfets de département, surtout dans les Yvelines. Et dans les Hauts-de-Seine. Et de notre préfet de région. Il faut qu'il réfléchisse à l'articulation de son action avec celle des collectivités du quotidien, que sont les communes et les départements, en reconnaissant, j'ai adoré ta formule, les portes de la République, en reconnaissant dans les faits, et pas seulement dans les mots, leur légitimité démocratique et l'importance essentielle de leur action au service de nos populations, en les traitant comme des partenaires responsables et non comme des subordonnés récalcitrants. Et avant toute réforme, il faut débattre de la réalité métropolitaine. Et j'en reviens toujours à cette même idée. Une métropole, c'est un équilibre à créer entre un centre très dense et son arrière-pays. L'économie numérique demande peu de place et beaucoup de talent. Elle est naturellement attirée vers les centres urbains qui captent une part croissante de la valeur ajoutée et des emplois hautement qualifiés. À l'inverse, le fonctionnement du cœur métropolitain nécessite l'ouvrage de centaines de milliers de travailleurs modestes qui n'ont plus les moyens d'y vivre et auxquels il faut assurer, c'est la moindre des choses, des conditions décentes de logement, de transport pour eux et des conditions d'éducation pour leurs enfants garantissant l'égalité des chances. La réforme du Grand Paris n'aura jamais de sens si elle ne se fonde pas sur une analyse de ces déséquilibres économiques et sociaux et des moyens les plus efficaces d'y répondre. Avec Georges Siffredi, en attendant, non pas Godot, mais cette improbable réforme, nous poursuivons une politique de coopération entre nos départements qui n'a pas d'équivalent en France. Nous avons conservé les services communs que nous avons créés. Nous partageons, tu l'as dit Georges, dans le domaine du numérique, de l'insertion, de l'autonomie, de l'environnement, des opérateurs spécialisés rendus plus efficaces par notre alliance. Tout cela nous permet de développer une action plus innovante, plus pertinente, moins coûteuse. Nous continuons de promouvoir une solidarité volontaire entre les 7 départements d'Île-de-France à travers le Fonds de solidarité interdépartementale qui, chaque année, redistribue environ 150 millions de crédits d'investissement et qui nous offre aussi une enceinte pour réfléchir ensemble, au-delà des clivages politiques ou géographiques, à l'avenir du Grand Paris. Une initiative de nos départements qui, là encore, n'a pas d'équivalent en France. Nous portons ensemble des projets majeurs, après Éole, dont nous devrions enfin voir l'achèvement en 2026, nous dit-on. Ce sera le bouclage du Grand Paris Express, avec le prolongement de la ligne 18 de Versailles à Nanterre, qui finira d'unir nos territoires, mais profitera à l'ensemble des Franciliens et évitera de répéter dans le domaine ferroviaire l'erreur, hélas sans doute irrattrapable,
commises dans le passé dans le domaine routier, avec l'absence de bouclage de la francilienne. Nos deux assemblées sauront le moment venu porter un effort au moins aussi conséquent que celui mis en œuvre pour le prolongement du RER E, avec l'engagement sans barinier de la Société du Grand Paris et de son président exécutif Jean-François Montel, que je salue particulièrement. La ligne 18 sera notre grand sujet, notre plus grand sujet. Également, dans quelques jours, nous confirmerons ensemble l'engagement de nos deux collectivités de recourir systématiquement à l'éco-construction dans la mise en œuvre de nos programmes d'investissement, car dans le domaine de l'environnement et du climat, comme dans les autres, il est plus que temps de passer de la parole à l'action. Vous l'aurez compris, dans cette période pré-olympique, nous poursuivons notre action dans une logique très coubertienne. Nous entreprenons sans toujours espérer, nous persévérons sans toujours réussir. Aimé Césaire s'interrogeait. C'est quoi une vie d'homme? C'est le combat de l'ombre et de la lumière. C'est une lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur. Je suis du côté de l'espérance, mais d'une espérance conquise, lucide, hors de toute naïveté. Dans le droit fil de cette sublime pensée de l'immense poète antillais, je veux vous souhaiter, à chacune et à chacun d'entre vous, comme à nos collectivités, nos entreprises, nos associations, une année 2023 illuminée par une espérance conquise, lucide, sans naïveté. Et je veux élargir cette espérance à notre belle et grande nation, la France. Et maintenant, mes chers amis, place aux jeunes talents de l'Académie Jaroussky qui illustrent la place singulière de la culture dans notre si belle civilisation. Bonne année à tous!